À la une de l'actualité, 10 mois jour pour jour après sa brutale arrestation et 3 jours après avoir obtenu une libération provisoire, Salomon Kalonda est arrivé ce matin à Bruxelles où il a aussitôt été admis dans un hôpital. Il est apparu très affaibli en chaise roulante. Il y a eu également élection de gouverneur et vice-gouverneur à Kinshasa. La candidature de Didier Tshimanga déclarée irrecevable pour défaut de nationalité conformément à la loi électorale et celle de Deyouk Kassongo rejetée pour retard dans le dépôt de candidature. On en parlera également dans ce journal. La ministre des Mines, Antoinette Samba, se serait-elle nommée dans un arrêté signé récemment au poste d'inspecteur chef de département au sein de l'inspection générale des mines. En tout cas, ce qui renseigne un arrêté ministériel. Est-il authentique? On en parle avec Dani Oleko Yanana, conseiller juridique de la ministre des Mines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ces images ont fait le tour de Twitter. Salomon sur une chaise roulante, puis sur une civière avant d'être embarqué dans une ambulance. Le conseiller de Moïse Katumbi est effectivement évacué du pays pour suivre des soins de santé appropriés après sa libération provisoire. Salomon Kalonda devrait rester en Belgique jusqu'à son rétablissement avant de se présenter à la prochaine audience fixée au mois de juillet prochain. Arrivé à Bruxelles sur une chaise roulante, accompagné d'un de ses proches et de son médecin traitant, Salomon Idi Kalonda se dirige tout droit vers l'hôpital bruxellois pour une prise en charge urgente et sérieuse, compte tenu de la dégradation de sa santé qui devient de plus en plus inquiétante. L'évacuation de Salomon Idi Kalonda vers le Royaume de Belgique fait suite à l'autorisation accordée par la Cour militaire dans le cadre humanitaire s'inscrivant dans la liberté provisoire dont est bénéficiaire le bras droit de Moïse Katumbi Tshapou pour des soins appropriés. Salomon Idi Kalonda devra suivre les instructions à la loupe de ce médecin avant de revenir au pays pour répondre aux accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, lesquelles sont toutes rejetées par ses avocats et par lui-même. Pendant cette période de liberté provisoire, Salomon Kalonda est astreint au devoir des réserves en ce qui concerne les faits ayant donné lieu à l'instruction du dossier judiciaire en cours. Il devra revenir au pays et plus précisément au Maniema, à l'Assemblée provinciale, où son mandat a été validé comme député provincial, élu à la suite des élections du 20 décembre 2023. Salomon Idi Kalonda a obtenu sa liberté provisoire après avoir passé plus de 10 mois de détention à la prison de Ndolo à Kinshasa. À présent, 11 soldats de l'armée congolaise, dont 5 officiers jugés à Goma pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, risquent la peine capitale. En cas de condamnation, ils pourraient être les premiers exécutés depuis la levée du moratoire sur la peine de mort. L'accusation a requis la peine de mort justement contre tous les prévenus. La prochaine audience est prévue le 5 avril et sera consacrée aux plaidoiries de la défense. Christian Kalonji nous en dit plus. Une dizaine de peines de mort ont été requises à Goma contre des militaires congolais 223e bataillon des FARDC dans l'est de la République démocratique du Congo, les premières depuis la décision des autorités de reprendre les exécutions capitales. 11 militaires, dont 5 officiers qui étaient sur le front des combats contre la rébellion du M23, sont jugés par la Cour militaire du Nord Kivu, notamment pour lâcheté, fuite de l'ennemi, faux et usage de faux et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. L'accusation a requis la peine de mort contre tous les prévenus. La prochaine audience est prévue le 5 avril et sera consacrée aux plaidoiries de la défense. Ces militaires étaient basés à Lushangi Café, une position des forces armées de la République démocratique du Congo dans les environs de Sake, cité considérée comme un verrou stratégique sur la route de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu.
S'ils sont condamnés, ils risquent d'être le premier à être exécutés après la levée d'un moratoire sur la peine de mort qui était en vigueur depuis 2003. Des peines capitales étaient régulièrement prononcées mais systématiquement commuées en prison à perpétuité. Le gouvernement congolais a annoncé le 13 mars la reprise des exécutions, notamment contre les militaires accusés de trahison. La décision de rétablir la peine de mort en République démocratique du Congo est vivement critiquée par les organisations de défense de droits humains et par l'Église catholique. À la une aussi, élection de gouverneur ici à Kinshasa. La CENI a retenu 29 candidatures, dont 2 femmes. Il s'agit de Mami Moujani et Mireille Koning. Daniel Bumba, présenté pourtant comme candidat de l'UDPS Tshisekedi, postule en tant qu'indépendant. Les candidatures de Deo Kasongo et de Vidier Chimanga ont été déclarées irrecevables par la CENI. La candidature de Deo Kasongo a été déclarée irrecevable pour l'avoir été déposée en dehors du délai requis par la loi et celle de Vidier Chimanga a été déclarée irrecevable pour défaut de nationalité conformément à la loi électorale. Deo Kasongo a promis de faire recours. La centrale électorale qui a publié ses listes annonce que cette élection aura lieu le 29 avril 2024. Elle sera précédée de 3 jours de campagne électorale, soit du 25 au 27 avril 2024. Le comité exécutif de l'action des femmes pour les élections transparentes et en Afrique, AFETA en sigle, s'est réuni en session extraordinaire à Goma pour examiner et évaluer la situation du processus électoral en RDC depuis le lancement de la campagne électorale jusqu'au traitement du contentieux électoral de la législative nationale par la Cour constitutionnelle. Dans sa motion de soutien, les femmes de l'AFETA constatent que le processus électoral s'est déroulé sans heurts sur toute l'étendue de la RDC, sauf quelques cas d'abus obligeant la CENI à l'invalidation de certains candidats et à l'annulation des scrutins dans 2 territoires. L'action des femmes pour les élections transparentes en Afrique, AFETA en sigle, salue les traitements des dossiers par la Cour constitutionnelle avec compétence et célérité dans les délais et dénonce la tentative des partis et regroupements politiques à vouloir transformer la procédure de correction d'erreurs matérielles et les chambres spéciales qui pourront être créées en une instance des contentieux électoraux alors que les délais prévus par la loi pour clôturer les contentieux a expiré et en déant lesquels la Cour a rendu tous ses arrêts. Dans le même ordre d'idées, l'AFETA soutient les travaux abattus par la Cour constitutionnelle et son président, le juge de la Cour constitutionnelle, ainsi que tous ceux qui ont concouru à la bonne marche des contentieux et les encourage à se pencher sur l'examen des requêtes en rectification d'erreurs matérielles sans parti pris ni pression, en évitant de faire de celle-ci une reprise d'instance pour remettre en cause les travaux abattus et à l'issue duquel un arrêt des proclamations des résultats définitifs a été rendu. L'AFETA condamne la pression que ne cessent d'exercer les partis politiques et regroupements politiques des différents candidats sur la Cour constitutionnelle pour forcer la main de cette dernière à corriger les erreurs matérielles non visées par la loi électorale. Elle note que pour forcer la main de la Cour constitutionnelle à revenir à tout prix sur ces arrêts, certains députés invalidés s'illustrent par des imputations mensongères contre la personne de M. le Président de la Cour constitutionnelle jusqu'à fomenter des coups bas contre lui, mettant à sa charge des demandes d'argent au candidat dans le seul but de la salir et de dénigrer sa réputation. Elle invite donc la Cour constitutionnelle à faire fi à toute pression basée sur les sentiments malveillants et à procéder à la véritable vérification et correction d'erreurs matérielles en faisant un distinguo entre celles qui ont un impact sur les résultats et celles qui n'ont aucune incidence sur l'arrêt soumis à la correction. Et c'était au sommaire également. Dans un arrêté portant sa signature, la ministre des Mines a procédé à la nomination des inspecteurs de l'Inspection générale des mines, IGM en sigle, une liste dans laquelle figure son propre nom, nommée inspectrice chef de département en instance d'affectation. Des voix se sont levées sur Internet, notamment accusant la ministre d'être à la recherche d'un positionnement au cas où elle ne serait pas reconduite dans le prochain gouvernement. On en parle ce soir avec maître Dani Oleko Yanana, conseiller juridique de la ministre des Mines. Bonsoir, bienvenue à vous, maître. Bonsoir, merci. Alors, ce document a fait la une des réseaux sociaux ce jour. On accuse la ministre, justement, d'être à la recherche d'un positionnement. J'aimerais bien savoir, est-ce un document authentique? Oui. D'entrée de jeu. Authentique, signé par son Excellence Madame la ministre des Mines. Donc, elle s'autogratifie comme ça.
Elle s'est nommée inspectrice, comme on le dit sur Internet, à la recherche d'un positionnement. Ouais. J'appelle les gens à la réflexion. Ouais. Ministre de Mines, à la recherche d'un positionnement qui ne se fait pas nommer directeur, mais qui se fait nommer chef de département. On peut bien se caser là-bas aussi. Non, je veux que l'opinion comprenne. Ouais. De quoi il s'agit au fait? L'inspection générale de Mines, c'est un nouveau service récemment créé par le Premier ministre, par décret du Premier ministre. Ce décret dispose en son article 19 que le personnel de la direction de l'inspection minière qui relève de l'administration des mines, donc du secrétariat général des mines, ce personnel est reversé à l'inspection générale de mines. Pourquoi? Parce que, au fait, l'inspection générale de mines est compétente pour lutter contre la fraude minière sous toutes ses formes. Ce qui revient à dire que toutes les attributions exercées jadis par la direction de l'inspection minière de l'administration des mines sont maintenant exercées par l'inspection générale des mines. Donc cette direction n'a plus sa raison d'être au sein de l'administration. Ces gens-là, quel est leur sort? Le décret dispose qu'ils sont reversés à l'inspection générale des mines. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas Mme Antoinette Samba, avant d'être nommée ministre des Mines, elle a d'abord été chef de division dans l'administration des mines et précisément dans cette direction de l'inspection minière. Elle est donc fonctionnaire de l'État depuis près de 20 ans, fonctionnaire dans l'administration des mines. Pour exécuter le décret du Premier ministre, il fallait que tous les personnels de la direction de l'inspection minière soient affectés, si pas nommés, au sein de l'inspection générale des mines. Lorsqu'elle a été nommée ministre des Mines, Mme Antoinette Samba était donc en détachement. Mais elle est fonctionnaire, en détachement. Les fonctions politiques sont éternelles. On n'est pas des chefs coutumiers dans des fonctions politiques. On n'est pas dans une entreprise privée où on est éternellement PDG jusqu'à la mort. Raison pour laquelle elle peut en profiter pour se donner une promotion, c'est ça? Elle ne se donne pas une promotion parce que le grade équivalent au grade de chef de division au sein de l'administration, justement, c'est ce grade-là. Et donc, Elle a fait une mutation. Elle a fait, non, une mutation, elle n'est pas seule. Oui. Tout le personnel de la direction de l'inspection minière, y compris elle, Elle-même, ok. a été reversé. C'est ainsi que cet arrêté a été signé pour garder son ancienneté. Parce qu'elle devrait quand même conserver son ancienneté. Un jour, elle partira à la retraite et l'État devrait exécuter ses obligations, comme à l'égard de toute citoyenne et de tout citoyen qu'il a servi durant plus de 20 ans. C'est pour ça que vous avez dit vous-même, il est bien mentionné dans l'arrêté, en instance d'affectation. Elle n'a pas besoin d'une fonction à ce stade. Mais tout simplement, elle doit garder ses droits acquis. Les droits acquis par les 20 années de service qu'elle a rendus à l'État congolais. Vous avez bien dit qu'elle était juste en détachement, c'est ce qui voudrait autrement dire qu'une fois qu'elle n'est plus ministre, elle retournerait en tant que... Elle retournerait, une fois qu'elle n'est plus ministre, elle retournerait à la direction de l'inspection minière. Des miniers. Maintenant, avec le décret du Premier ministre, cette direction est supprimée et tous les personnels de cette direction est reversé à l'inspection générale des mines. Logiquement, elle est reversée comme les autres, mais en instance d'affectation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque ses fonctions prennent fin ou lorsque son mandat arrive à terme, elle revient auprès de l'inspecteur général des mines pour solliciter une affectation pour que justement son ancienneté soit prise en compte en cas de départ en retraite. Donc, en résumé, vous dites que ce n'était pas une nomination, parce qu'il y a eu changement naturel. Exactement. Elle ne s'est pas promue, elle n'a pas donné une promotion à elle-même. Non. Et que son c'est le poste équivalent à son grade de chef équivaut de à ce grade d'inspectrice, je ne sais pas, chef de département. Alors, juridiquement parlant, lorsqu'on regarde le document, elle figure 2 fois, elle-même qui signe l'arrêté. Est-ce que ça ne froisse pas quelque chose là? Non. C'est justement ce de bon droit. Ce sont les textes de la République qui s'appliquent. Aucun texte n'a été violé. Au fait, tous ceux qui font des commentaires sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu un seul qui a brandi un texte de cette République qui a été violé. Madame Antoinette Samba a
juste refuser de massacrer ses propres droits. Merci beaucoup, maître. Je rappelle, vous êtes conseiller juridique de la ministre des Mines. Exactement. Autre chose à présent, résolution des problèmes liés au trafic routier dans la capitale. Un séminaire de vulgarisation du PDTK, le plan directeur des transports urbains de Kinshasa, a été lancé. Il a été adopté, ce plan, il y a 5 années par l'Assemblée provinciale. Sa mise en œuvre intégrale est attendue à l'horizon 2040 avec l'établissement d'un programme de développement des infrastructures de transport à moyen terme à l'horizon 2030, y compris l'établissement d'une liste des projets prioritaires à mettre en œuvre à court terme. La ville de Kinshasa, avec 12 millions d'habitants, connaît une urbanisation rapide, mais l'aménagement des infrastructures est insuffisant, entraînant ainsi une congestion de trafic routier et des pertes économiques. Le PDTK, plan directeur de transport urbain de Kinshasa, financé par la JICA, agence japonaise de coopération internationale, et adopté en 2019 par le gouvernement provincial de Kinshasa, une fois mis en œuvre intégralement, sera une réponse adéquate à la problématique de mobilité des Kinois qui en 2030 devrait atteindre 20 millions et 26 millions d'ici 2040. Représentant le ministre des Infrastructures et Travaux publics à ce séminaire de vulgarisation du PDTK, Georges Kouchi, secrétaire général aux ITP, a souligné l'importance de ce projet. Le PDTK suggère des projets à court, moyen et long terme visant à améliorer les systèmes de mobilité et de transport de la ville de Kinshasa. Au cours de la conférence de presse, Robert Louzolanou, coordonnateur de la cellule de développement urbain de Kinshasa, est revenu sur la motivation de ce projet. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous avons un corridor de croissance qui va de la Gombe, qui suit le boulevard Lumumba jusqu'après l'aéroport. Mais dans le PDTK, on avait prévu un corridor de transport sud. Il y a une grande route qui va desservir le sud de la ville et qui va rejoindre le boulevard Lumumba vers Nsele. De son côté, Billy Chibombe, coordonnateur de la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics, a précisé les sources de financement de ce projet, estimées à 32 milliards de dollars américains. Dans l'identification des sources de financement qui ont été même présentées dans l'étude, JICA, Banque mondiale, BAD, donc peuvent aussi apporter nos contributions. Prise en compte dans l'élaboration du PDTK, la préservation des écosystèmes, mais l'appel a été lancé aux politiques par le secrétaire général aux ITP de gérer et de faire le suivi de l'aménagement des espaces verts, une manière d'atténuer les effets du changement climatique. Et le député national Constant Moutamba était en matinée politique ce samedi. Il a échangé avec plusieurs membres et cadres de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition. Ces 4 propositions de loi pour réformer les institutions de la République ont été au centre de cette rencontre devant la presse. Cette matinée politique est une occasion pour les députés nationaux Constant Moutamba de s'adresser au cadre de son regroupement politique dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition. Au cours de cette matinée politique qui a réuni plusieurs membres et cadres de la DIPRO, le député national Constant Moutamba a réaffirmé son positionnement politique comme deuxième force politique et s'engage à aligner ses représentants au prochain bureau définitif de l'Assemblée nationale dans les quotas de l'opposition. La DIPRO demeure dans l'opposition et va continuer à travailler dans l'opposition. Il est hors de question pour nous de jouer au vagabondage politique, de jouer à la transhumance politique. Nous croyons en un projet et nous allons continuer à les défendre. La DIPRO dénonce donc cette infiltration malveillante, dangereuse du Rwanda. Nous savons qu'ils sont nombreux ici à Kinshasa. Et je sais qu'ils sont en train de me chercher depuis un temps, à m'empoisonner, à m'envoyer des femmes. Ils veulent me tuer froidement. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Quant à la participation de l'opposition républicaine au prochain gouvernement, cette dernière avait déjà soumis son cahier des charges à l'informateur Augustin Kabouya pour harmonisation des vues quant au fonctionnement des institutions pendant les 5 années à venir. Ça fait donc 4 mois, presque, que nous avons connu des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales. Mais il est anormal que 4 mois après, nous n'ayons pas de gouvernement. L'opposition républicaine s'est satisfait et se félicite de son apport à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Rappelons que cette activité a eu lieu ce samedi au siège du regroupement politique dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition.
Le directeur général de Primera Gold DRC SA, Joseph Kiziba-Ziba, a confié vendredi à l'hôtel Begonias de Bukavu pour une séance de travail les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'or, en l'occurrence les négociants, les acheteurs, les coopératives ainsi que les différents services de l'État congolais. Le but était de passer en revue les réalisations de l'année dernière et de réfléchir sur les nouvelles stratégies à mettre en place en 2024. Cette discussion que le directeur général des Primera Gold de DRC SA a eue à Bukavu avec des négociants, les coopératives, les acheteurs, les différents services de l'État congolais aurait pu avoir lieu l'année dernière. Bref, des échanges avec toute la chaîne d'approvisionnement qui a permis à Primera Gold de DRC de faire 5 tonnes d'or tracées et exportées via les circuits officiels, ce qui correspond à 100 ans d'exploitation artisanale de l'or, si on se réfère à 25 kilos que les pays exportaient chaque année avant l'installation du Primera Gold de DRC SA. De ces échanges, il a été constaté que malgré les 5 tonnes d'or exportées, la fraude et la contrebande continuent à gangréner la chaîne d'approvisionnement. Il a été proposé la réadaptation des prix et la disponibilité des cash, y compris dans les banques. Cette année 2024 sera celle des partages des richesses avec une attention particulière sur les créateurs. Et pour ceux qui continuent à douter de l'impact positif apporté par Primera Gold DRC dans les secteurs, la réponse de Joseph Kiziba-Ziba est bien claire. Si déjà nous parlons de 5 tonnes dans une année, dans un pays où on exportait 25 kilos, et qu'ils doutent encore de la capacité de Primera, je crois peut-être qu'il faut qu'ils changent de lunettes. Sinon, la réalité elle-même, elle prouve que nous avons pu ramener 300 millions de dollars dans le circuit bancaire congolais. Il faut noter que la côte est de la RDC fait passer 36 tonnes d'or chaque année, qui correspondent à 2 milliards de dollars, de loin supérieurs à 300 millions de dollars que Primera Gold fait passer dans les circuits avec les 5 tonnes exportées l'année dernière. Il faut arriver pour cette entreprise à faire au moins 20 tonnes. Et la Sonal a organisé ce samedi la cérémonie de remise du gros lot à 2 gagnants, 243 917 000 francs congolais à la course du 17 mars pour le premier, ainsi que plus de 32 millions de francs congolais pour le second. La cérémonie s'est tenue à la place des artistes au rond-point Victoire. C'est parti d'une caravane dans le point chaud de la capitale congolaise Kinshasa, en vue de conscientiser la population sur les bienfaits de la Société nationale de loterie Sonal SA, mais également une vulgarisation sur les bagatelles sommes des millions de francs congolais que les parieurs peuvent gagner en misant. Comme point de chute, le rond-point Victoire à la place des artistes où la cagnotte de 243 917 000 francs congolais a été remise à travers ces chèques symboliques à l'heureux gagnant de l'agence des Gombe de la course du 17 mars 2024. Le conseil d'administration et la direction générale de la Sonal SA, son comité de direction, cette direction ainsi que l'ensemble de son personnel vous invitent à venir jouer auprès des points de vente de la Sonal pour gagner aussi, comme les autres viennent de gagner aujourd'hui. Ils vont être appelés, ils vont rejoindre le club des millionnaires ici au Congo. Jouer, c'est gagner avec la Sonal SA, le monopole dans tous les domaines de jeu de loterie. La Sonal SA encadre plus de 1400 points de vente, ALR et PLR confondus, disséminés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dont 770 dans la seule ville-province de Kinshasa, la capitale. Il vous suffira de miser et de jouer. Aussi, sans minimiser les meilleurs côtés du hasard, parce que c'est un jeu de hasard. Également les gagnants des 32 388 600 francs congolais de l'agence des Massina de la course du vendredi 29 mars a reçu son chèque symbolique. Ont toujours hésité de venir jouer, de ne plus voilà la preuve. Une autre grosse somme en millions de francs congolais est mise à la disposition des parieurs pour ces mois d'avril.
Et à l'enseignement supérieur et universitaire, prenons cette soutenance de thèse à l'université de Kinshasa, celle de Marcel Ilunga Leou, qui a défendu son travail sur les sciences de gestion en mettant un accent sur la performance de microfinance à Kinshasa. Il a obtenu la mention plus grande distinction. Il est désormais docteur en sciences de gestion. C'est un aboutissement heureux. Après 3 années de recherche, le candidat Ilunga Leou Marcel, face à un jury d'éminents professeurs pour la défense de sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences de gestion, intitulé La performance au sein des institutions de microfinance dans la ville-province de Kinshasa, essai d'analyse par les scores de propension. C'est avec brio que Ilunga Leou Marcel réussit avec comme mention la plus grande distinction. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur Marcel Ilunga Leou a reçu avec la mention la plus grande distinction. Proclamé ainsi docteur en sciences de gestion, Ilunga Leou Marcel s'est intéressé dans sa thèse de proximité à la vie de la population quinoise qui s'avère pauvre, avec comme objectif contribuer à la réduction de la pauvreté. La microfinance, c'est le domaine le plus récent qui fait de sorte qu'on puisse réduire la pauvreté des adhérents ou des bénéficiaires des microcrédits. Nous sommes arrivés à faire des analyses après les investigations menées. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle les microfinances dans la ville-province de Kinshasa ne sont pas en mesure de réduire la pauvreté de leurs adhérents. Dans ses conclusions, il a émis plusieurs propositions en vue de rendre performantes socialement les institutions de microfinance afin que la population s'y retrouve et réduire la pauvreté. Le renforcement d'abord de la loi à travers la banque commerciale congolaise. Nous avons nous-mêmes proposé la création d'un fonds de promotion de la microfinance internationale. Le désormais docteur en sciences de gestion Marcel Ilunga Leou s'engage à continuer à mener d'autres recherches afin de trouver des solutions sur plusieurs problèmes de la vie sociale des Quinois en particulier et des Congolais en général. Et puis les femmes prestataires de santé de l'hôpital militaire de la garde républicaine colonel Tchachi ont clôturé samedi le mois de mars avec une célébration spéciale sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire ». C'est dans la salle auditorium, dans l'enceinte de l'hôpital militaire de la garde républicaine, qu'en colonel Tchachi s'est déroulée la cérémonie de clôture du mois de mars, mois dédié à la lutte pour le droit de femmes. Dont le professionnalisme et le leadership ont été des piliers essentiels dans la gestion quotidienne de nos opérations, garantissant un fonctionnement fluide. Au menu de la rencontre, plusieurs panels de discussions axés sur comment croître les ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Tour à tour, les panélistes s'expliquent. Il faut quand même montrer notre capacité parce que nous sommes des intellectuels. Nous, on ne peut pas se limiter justement à la maison. Même au niveau du travail, il faut quand même montrer notre capacité. Outre les panels de discussion, la cérémonie a aussi été marquée par des témoignages et des moments de partage d'expérience. Nous, les prestataires de santé de l'hôpital de la garde républicaine Tchad, nous avions préféré clôturer ces mois de la femme en organisant beaucoup d'activités. Il y a eu des conférences, des débats, il y a eu des partages des expériences. Dans son mot de clôture, le général Désiré Moulumba, deuxième personnalité de la JR, a invité les femmes à une prise de conscience. Un moment spécial de célébration qui met la femme à l'honneur, marqué par des scénettes théâtrales. C'était à la une plutôt dans notre édition du journal de la mi-journée. L'actualité en Afrique à présent. Gérard Larcher, président du Sénat de la République française, a bouclé sa visite de travail au Congo-Brazzaville après avoir été reçu en audience vendredi par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités ont discuté des questions de haute importance pour les relations bilatérales entre la France et le Congo-Brazzaville. Dernière étape de la visite de travail à Brazzaville du président du Sénat français, la résidence du Plateau, où Gérard Larcher a été gratifié vendredi l'après-midi par l'hospitalité du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Occasion pour ces deux personnalités de revisiter les temps forts de l'histoire congolaise, occasion aussi d'aborder notamment des questions de coopération et du climat.
nous avons bien sûr parlé mémoriel, parce que la mémoire, c'est l'avenir aussi. Se souvenir, c'est préparer l'avenir. Mais aussi, nous avons évoqué des sujets extrêmement importants. Les relations entre nos deux pays, les relations humaines, les relations culturelles, les relations économiques, la place et le rôle des entreprises. Mais aussi, et là, le président Denis Sassou Nguesso est une référence, une sagesse en matière de biodiversité, de préservation, à un moment où les questions climatiques inquiètent tellement. La visite de travail du président du Sénat français à Brazzaville a été marquée par une série d'activités. Gérard Larcher a été particulièrement marqué par son passage au Congo-Brazzaville. Pour un président d'assemblée, s'exprimer dans une autre assemblée, c'est un moment très fort. Et ça n'arrive pas tant que ça dans la vie d'un président d'assemblée. Et je dois dire que ce moment partagé devant nos collègues, les vénérables sénatrices et sénateurs, a été pour moi un moment majeur. Ainsi s'achève les séjours du président du Sénat français à Brazzaville. Gérard Larcher vient de répondre à l'invitation de son homologue congolais, Pierre Ngolo, preuve supplémentaire de la bonne coopération parlementaire entre la France et le Congo-Brazzaville. On va terminer en culte sur la deuxième édition du prix Maïndombe News Award, a vécu au cours d'une cérémonie de remise de trophées organisée à Kinshasa. Au total, 25 notables et organismes de cette contrée ont été plébiscités. Une occasion pour les lauréats ainsi que les organisateurs de lancer un plaidoyer en vue de l'éclosion de cette contrée en proie à de nombreuses difficultés d'ordre socio-économique. Sur les 79 nominés pour l'édition 2023 de Maïndombe New Award, ce sont 25 élus parmi lesquels des personnalités politiques, des acteurs de développement, de la santé, des intellectuels, des dirigeants d'entreprises ainsi que des philanthropes qui sont sortis du lot. Ces prix leur sont attribués en guise de récompense pour s'être illustrés par leurs actions et leur prise de position dans différents secteurs de la vie. L'idée est vraiment de promouvoir, d'encourager ceux qui se distinguent dans cette partie de l'approbation du Maïndombe. Avec ce que nous faisons, c'est juste montrer au monde que, au-delà de l'aspect négatif que les gens montrent justement à l'opinion publique, il y a également un côté positif où il y a des acteurs politiques qui font des choses extraordinaires. À l'instar des lauréats, l'organisateur a plaidé pour la visibilité de la province par l'organisation de la prochaine édition dans le Maïndombe. On sait aujourd'hui que la province du Maïndombe est réputée comme une province où il y a des naufrages, où rien ne marche, où il n'y a que le sous-développement, parce qu'on doit se le dire, la province du Maïndombe fait partie de provinces les plus reculées, sous-développées de la République démocratique du Congo. Et nous lançons justement l'appel à tous les ressortissants de la province du Maïndombe qui sont à Kinshasa ou en dehors de Kinshasa, en dehors même du pays, de nous soutenir tout simplement pour que prochainement nous puissions organiser cette grande cérémonie. Premier événement culturel provincial, Maïndombe New Award se lance un défi perpétuel, celui de faire valoir chaque année les valeurs provinciales par cette forme d'encouragement et de remerciement exprimée par son prix d'excellence. Place au rappel des titres à présent. 10 mois, jour pour jour, après sa brutale arrestation et 3 jours après avoir obtenu une libération provisoire, Salomon Kalonda est arrivé ce matin à Bruxelles où il a aussitôt été admis dans un hôpital. Il est apparu très affaibli en chaise roulante. Les élections de gouverneur et vice-gouverneur à Kinshasa, la candidature de Didier Tshimanga déclarée irrecevable pour défaut de nationalité et celle de Deo Kassongo rejetée pour le retard dans le dépôt de candidature. Et on a parlé également de cet arrêté ministériel qui éclabousse la ministre des Mines. Antoinette Samba s'est-elle donné des gratifications et une promotion? Non, a répondu son conseiller juridique qui a affirmé l'authenticité de ce document. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, mesdames, messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.